C'est une réalité difficile à accepter. On a beau savoir que certaines choses nous font du mal, on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. L'alcool, par exemple. L'OMS estime que plus de 3% des adultes dans le monde en sont dépendants. L'alcoolisme tue une personne toutes les 12 secondes. En 2018, il a coûté plus de 9 milliards d'euros au système de santé allemand. Autre sujet d'inquiétude, de nouvelles substances toujours plus addictives et plus dangereuses font régulièrement leur apparition. Jusqu'à présent, la seule garantie de ne pas basculer dans la dépendance, c'est de ne jamais commencer. À l'heure actuelle, on considère qu'il n'y a aucune possibilité de guérir totalement une addiction. Et si on pouvait quand même enrayer la dépendance? Le vaccin contre le fentanyl est un différent type de stratégie face à ce problème. La médecine moderne a-t-elle les moyens de neutraliser les addictions? Et si oui, de quelle façon? Vivre dans un monde sans addiction. Voilà qui semble aussi réaliste que d'aller bientôt habiter sur Mars. Car la dépendance a de multiples visages. On vous a demandé à quoi vous étiez accro et voici quelques réponses. Au vin, à la saucisse à tartiner, au chocolat, à la nicotine ou au sucre. D'autres citent la cocaïne, le fentanyl ou les amphétamines. Sans oublier évidemment le café. Si je suis accro à quelque chose, c'est probablement au café. Aucune addiction. J'anime des ateliers de méditation depuis 2 ans et on pourrait considérer que j'y suis accro. Je fais de l'escalade. Et c'est un sport très addictif. Reconnaissons tout de même qu'il vaut mieux être accro à l'escalade qu'au crack. Car toutes les addictions ne comportent pas les mêmes dangers. Les drogues illicites en particulier font des ravages et n'épargnent plus aucune région du monde. Au large de Rio de Janeiro, des requins ont même été testés positifs à la cocaïne, via les eaux usées qui finissent dans l'océan. En Allemagne, la consommation de cocaïne a connu une nette hausse entre 2009 et 2021, pour atteindre 1,1% des femmes et 2,1% des hommes. Ça semble peu, mais ça représente tout de même des centaines de milliers d'usagers. Quant à l'ecstasy, sa consommation a augmenté de 250% chez les femmes et concerne plus de 100 000 consommatrices. Chez les hommes, l'augmentation était de 133%. Même tableau en France. En 2022, 2,7% de la population adulte a pris de la cocaïne, contre 1,6% en 2017. La consommation d'ecstasy aussi a presque doublé, pour atteindre 1,8% des adultes. Il y a 30 ans, on dépendait de la disponibilité de son dealer. Mais aujourd'hui, le marché de la drogue est à portée de toutes les mains via nos téléphones portables avec lesquels on peut avoir accès à n'importe quoi, n'importe quand. Ce changement dans les pratiques ne rend pas forcément les gens dépendants, mais cela complique fortement la sortie de la toxicomanie. La disponibilité permanente des drogues facilite le passage à l'acte. Au lieu d'avoir à se rendre à l'autre bout de la ville pour retrouver son dealer, un simple message en ligne suffit. Et ce n'est pas le seul changement. Par le passé, comme à Woodstock en 1969, les produits à base de cannabis contenaient 1 à 2% de THC. Aujourd'hui, le cannabis vendu en Europe contient en moyenne 22,3% de THC, soit 10 fois plus. Une évolution qui ne vaut pas que pour l'herbe. Le fentanyl, un produit de synthèse, est un opioïde environ 100 fois plus puissant que la morphine. En tant que médicament, le fentanyl est très efficace. On l'utilise en anesthésie et pour ses effets antidouleurs. C'est un très bon médicament si on l'emploie en tant que tel. Mais s'il est détourné, il peut être mortel. En 2021, plus de 70 000 Américains sont morts d'une overdose d'opioïdes, soit 30 000 de plus que de victimes de la route. La majorité des décès étaient dus au fentanyl, particulièrement difficile à doser. L'écart entre la dose récréative et la dose létale est infime. Le dosage pour un usage récréatif est variable selon ce qui est nécessaire pour obtenir l'effet voulu,
Et la dose létale est celle à laquelle on meurt. 1,6 tonnes de fentanyl suffirait à éradiquer la totalité de la population terrestre. Rien qu'avec la quantité saisie en 2022 aux États-Unis, on aurait pu tuer les 333 millions d'habitants du pays. Et lentement mais sûrement, cette drogue débarque aussi en Europe. L'addiction au fentanyl ne se soigne pas aussi facilement qu'une fracture. Après une cure de sevrage, seuls 20 à 30% des patients restent durablement clean. La preuve que les traitements dont on dispose aujourd'hui ne font pas le poids. À la sortie de désintoxication, le scénario classique, c'est que les patients arrêtent leur traitement de substitution, puis replongent dans la drogue. À peine de retour dans leur environnement habituel, les personnes dépendantes retombent souvent dans leurs mauvaises habitudes. Rester abstinent demande un effort de tous les jours. Un peu comme si on était constamment en proie à des démangeaisons. Et même si on sait que gratter ne fera qu'empirer la situation, on ne peut pas s'en empêcher. C'est pareil en cas de dépendance. L'envie de céder est permanente. Voilà pourquoi le risque de rechute ne quitte jamais les anciens addicts. Ne peut-on vraiment rien faire pour les aider ? Nous avons besoin d'une autre approche thérapeutique. Le vaccin contre le fentanyl est un différent type de stratégie face à ce problème. Un vaccin anti-drogue ? Vraiment ? Vacciner pour protéger des bactéries ou des virus, on connaît, mais contre une addiction, comment est-ce possible ? Un vaccin classique, comme ceux qu'on a tous eus, contient un fragment du virus ou de la bactérie contre lequel on veut s'immuniser. Et là, en lieu et place d'un agent pathogène, on utilise un morceau du produit chimique qu'est le fentanyl. Comme après d'autres vaccins, l'organisme fabrique alors des anticorps. Si la personne vaccinée consomme ensuite du fentanyl, ces anticorps se lient à la drogue et l'empêchent d'atteindre le cerveau. Elle reste dans le sang, puis est transportée jusqu'au rein qui se charge de l'éliminer dans l'urine. Le vaccin doit être testé en Europe fin 2025. Si les personnes vaccinées prennent tout de même du fentanyl, la drogue ne fera plus effet. Il est prévu de mener les essais cliniques de phase 1 sur l'humain le plus tôt possible, et en priorité sur des gens qui veulent vraiment arrêter. Je vois ça comme un moyen de prévention anti-rechute. Ce n'est donc pas tout à fait un vaccin classique, car on ne se fait pas vacciner contre la varicelle quand les pustules rouges sont déjà là. Mais dès lors que le fentanyl devient inefficace, est-ce que la dépendance disparaît nécessairement ? La dépendance psychologique n'est pas effacée. Un vaccin ne guérit pas de la dépendance elle-même. Comme si on avait pour rituel matinal de boire une tasse de café. On reçoit ensuite une injection qui rend le café insipide et lui enlève son effet stimulant. Et malgré tout, à chaque réveil, on ressent quand même l'envie d'un café. Si on vaccinait de gros usagers de fentanyl, alors qu'ils ne veulent pas arrêter, ils trouveraient sûrement une autre drogue contre laquelle le vaccin est inefficace. You need this. You need it now, don't you? Car souvent, la drogue est un pansement pour d'autres problèmes. Et si un pansement ne parvient plus à couvrir la plaie, alors on en cherche un autre. Toutefois, certains prennent aussi du fentanyl à leur insu, car les trafiquants le mélangent souvent à d'autres drogues. Faudrait-il vacciner préventivement tout le monde ? Il faut pouvoir rivaliser avec la drogue. Donc il faudrait être en mesure de produire le vaccin à grande échelle et d'un coup. Or, développer ce genre de vaccin coûte très cher. Mais les ravages causés par le fentanyl ont un coût bien plus élevé que celui du vaccin. De quoi booster la recherche, surtout s'il y a des profits à la clé. Car les labos pharmaceutiques peuvent faire fortune avec des remèdes antidépendance. Illustration avec la folie de l'Ozempic et du Wegovy. 2 médicaments au cœur d'une frénésie de la minceur depuis 2022. Ces injections miracles contiennent du sémaglutide, une molécule efficace pour lutter contre un problème de plus en plus répandu, l'obésité. Les drogues ne sont pas les seuls produits qui peuvent rendre dépendants.
Le sucre aussi est une substance psychoactive. On le constate facilement chez les enfants. Un produit est dit psychoactif quand il y a une différence entre avant et après sa prise. La nourriture et le sucre ne sont pas classés comme des stupéfiants. Pourtant, le sucre stimule la même zone cérébrale que la cocaïne. En Allemagne, plus de la moitié des adultes sont en surpoids. On peut y voir une forme de perte de contrôle et de dépendance, parce que la plupart de ces personnes souffrent de leur obésité. Sinon, elles n'auraient pas recours à l'injection d'un médicament pour perdre du poids. Ce médicament fonctionne en imitant le GLP-1, une hormone naturellement produite par notre corps. Lors des repas, celle-ci annonce au cerveau « Stop, je pense qu'on a assez mangé ». Le sémaglutide imite l'action de cette hormone de satiété. Travesti en GLP-1, il prévient le cerveau qu'on est rassasié, même si on a peu mangé. On peut dire que les piqûres d'Ozempic, à savoir le sémaglutide, fonctionnent comme un médicament anti-craving. Vous ne ressentez plus de craving, de fringale, puisque vous avez une sensation permanente de satiété. Le sémaglutide réussit donc là où le vaccin antifentanyl échoue. Il agit sur le cerveau en faisant disparaître le désir de la substance addictive. Pour reprendre notre exemple, même en ayant du café dans le placard, on n'a plus envie d'en boire. Ce besoin obsédant et irrépressible d'une substance se nomme craving, ou lorsqu'il s'agit d'un automatisme, wanting. C'est lui qui contrôle les personnes dépendantes. Mais quelle différence y a-t-il entre une envie banale de boire une bière et le craving? Pour le savoir, des chercheurs ont fait passer une IRM à des volontaires tout en leur montrant des images notamment de chopes de bière. L'objectif, observer leur réponse cérébrale. Si on étudie le schéma stimulus-réponse sur le plan neuronal, on constate une activation très nette de certaines zones cérébrales, notamment une forte activité au centre du circuit de récompense. Si on compare avec quelqu'un qui présente un fort alcoolisme, on voit que cette activation se déplace vers le haut. Ça signifie que plus la dépendance est forte, plus des automatismes s'installent. Les personnes dépendantes perdent progressivement le contrôle de leur consommation. Le craving est un processus cérébral bien différent de la simple envie de boire une bière. Si le sémaglutide aide pour la nourriture, pourrait-il faire de même pour la drogue? Il y a des parallèles. Voilà pourquoi on suppose que d'autres addictions, comme celle à l'alcool ou à la nicotine, pourraient aussi être efficacement combattues par le sémaglutide. Des études sur l'efficacité du sémaglutide en cas d'addiction sont en cours. Et même si les données sont encore insuffisantes, des rapports préliminaires indiquent qu'il pourrait bien avoir un effet positif sur le craving de dépendance. Le concept de médicament anti-craving existe depuis longtemps, comme avec le nalméphène ou le baclofène, prescrits dans le cadre de traitements contre l'alcoolisme. Le problème, c'est qu'ils ont une action très variable selon les patients, à l'instar des médicaments psychotropes en cas de dépression. Souvent, ces malades doivent tester plusieurs antidépresseurs avant de trouver celui qui leur convient. Les médicaments anti-craving n'aident qu'un patient sur 4 environ, une disparité dont on ignore encore la cause. C'est d'ailleurs pareil avec les drogues. On y réagit tous différemment, alors que notre anatomie est fondamentalement la même. Pourquoi l'un va-t-il développer une addiction et pas l'autre? C'est la question au cœur de nos recherches. D'un point de vue scientifique, à partir de quand est-on dépendant? Sommes-nous tous accros dès que notre consommation d'une substance dépasse un certain seuil? Aimer s'enivrer et être dépendant, ce n'est pas pareil. Seuls 10 à 30% des gens qui prennent de la drogue auront véritablement un problème de dépendance. Alors, où placer la frontière? Pour moi, la définition la plus pertinente de la dépendance, c'est quand la drogue devient l'élément qui détermine votre vie. Là, vous avez un sérieux problème. Médicalement, il y a 6 critères de dépendance. Envie irrépressible,
perte de contrôle, symptômes physiques de manque, augmentation de la dose, perte d'intérêt pour d'autres activités et poursuite du comportement malgré les séquelles. Si 3 de ces symptômes s'installent en moins d'1 an, on est dépendant. La dépendance en tant que maladie a été décrite pour la première fois au XIXe siècle. Avant, on parlait de vice de caractère. On disait que la personne était incorrigible. C'était une vision assez méprisante. Aujourd'hui, on sait qu'on peut tous tomber sous l'influence de la drogue, car elle profite de notre circuit cérébral de la récompense. Or, celui-ci est indispensable à notre survie. Sans lui, nous n'aurions aucune motivation pour quoi que ce soit. Le circuit de la récompense nous est nécessaire, ne serait-ce que pour notre reproduction sexuée. Si le sexe n'avait pas un effet de renforcement positif dans notre cerveau, alors on n'aurait pas de sexualité. Les besoins fondamentaux qui dépendent justement du circuit de la récompense sont appelés renforçateurs primaires. Outre la sexualité, il s'agit de la chaleur ou de la nourriture. Notre circuit de la récompense a évolué au fil de millions d'années et il dépend de nombreux éléments moléculaires. Notamment des récepteurs opiacés dans notre cerveau. Mais en voilà une drôle de coïncidence. Pourquoi ce circuit cérébral ancestral et vital a-t-il justement des récepteurs opiacés? Dans certaines situations, par exemple en cas d'activité sexuelle, d'un marathon ou de sports extrêmes, notre corps sécrète naturellement des endorphines qui agissent sur ces récepteurs. Les drogues piratent ce système. Les récepteurs opiacés sont en réalité prévus pour réagir à nos propres hormones. Il nous est donc impossible de les désactiver. Les drogues, comme l'héroïne ou le fentanyl, ont le fâcheux effet de se lier à ces mêmes récepteurs. Et ce n'est pas la seule façon dont les drogues manipulent notre circuit de la récompense. Les renforçateurs primaires comme la nourriture ou le sexe incitent notre cerveau à produire jusqu'à 100 fois plus de dopamine que la normale. Les drogues, elles, apportent jusqu'à 1000 fois plus de dopamine. Le cerveau remarque seulement cet afflux de dopamine dont la provenance lui importe peu. Cela explique pourquoi les addicts préfèrent rester seuls chez eux avec leur substance plutôt que de vivre des interactions sociales qui pourraient aussi être source de dopamine. Mais là encore, cela diffère selon les personnes. D'autres facteurs s'y ajoutent, notamment le vécu. Si j'ai connu beaucoup d'expériences négatives et traumatisantes dans mon enfance, alors j'ai un risque accru de développer une dépendance plus tard. Si je présente un trouble du déficit de l'attention, j'aurai un risque bien plus élevé de devenir accro au cannabis à l'adolescence. Quand on présente un trouble du déficit de l'attention, on est souvent plus impulsif et susceptible d'avoir des conduites à risque. Des facteurs sociaux aussi jouent un rôle dans l'apparition d'une dépendance. Il s'agit de se trouver une raison d'être, d'avoir un sentiment d'appartenance pour échapper à la solitude de l'existence. Je pense que c'est un phénomène plus répandu dans notre société que dans les sociétés plus traditionnelles, où les liens familiaux, mais aussi religieux, jouaient un rôle bien plus important de protection et de soutien de l'individu. Quand on souffre de dépression ou d'un sentiment d'infériorité, on est plus à risque de développer une dépendance comme mauvaise réponse à ces problèmes. Néanmoins, même deux personnes avec des destins communs ne seront pas égales face au risque de dépendance. On peut estimer que la génétique compte pour 40 à 60%, et que le reste est le résultat de l'environnement. Imaginez que ceci est le génome d'un être humain. Il comporte 3 milliards de paires de bases nucléiques et 22 000 gènes. Des mutations sur ces gènes peuvent être la cause de maladies. Et on sait qu'il existe aussi des variations génétiques qui jouent un rôle dans la vulnérabilité à la dépendance. Identifier parmi ces 22 000 gènes ceux qui prédisposent à la dépendance, que ce soit seul ou en association avec d'autres, ça équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. L'ADN a son propre langage, son propre alphabet. Identifier des gènes responsables de maladies, c'est une longue quête, au cœur d'une quantité incroyable de données qu'il faut compiler.
Daten, die man zusammenführen muss. Par chance, les dernières technologies nous permettent un peu plus de trouver l'aiguille dans la botte d'ADN. On sait désormais séquencer le génome d'un individu en quelques heures. Es gibt eine Reihe von Genen. Il existe un ensemble de gènes dont on suppose qu'ils jouent un rôle clé dans la prédisposition à la dépendance et dans le risque de rechute. Thematik des Rückfalls in Richtung Sucht. Mais on n'en connaît encore qu'un petit nombre. Relativ wenige. Et si on possède ces gènes, alors quoi? Pas de bol, on sera forcément dépendant? Die Wechselwirkung zwischen dem, Le genre d'individu qu'on sera est déterminé par l'influence respective des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, ist deshalb auch reliés par ce que j'appelle une passerelle sociobiologique. biologische Brücke bestimmt. Das heißt, Il y a donc trois éléments. Komponenten, D'un côté l'ADN avec lequel on est, de l'autre l'environnement, Erziehung, à savoir l'éducation, les liens amicaux, tout ce qu'on fait dans la vie, et la passerelle entre les deux, die Epigenetik, l'épigénétique, qui pilote l'activation des gènes. den Menschen aus. Certains gènes prédisposent à la dépendance seulement en présence d'autres facteurs. Voilà pourquoi il est si compliqué de savoir à quel niveau intervenir, à la différence de maladies où un seul gène est impliqué et qu'on peut en quelque sorte désactiver, comme pour l'hémophilie. Des chercheurs de l'Ohio se sont demandé, et si au lieu de supprimer les gènes à risque, on en introduisait d'autres? Le facteur GDNF est une neuroprotéine qui participe notamment à réguler nos émotions. Un déficit en GDNF peut favoriser la dépression. Chez les alcoolodépendants aussi, son taux est bien plus bas que chez les abstinents. Aber die Idee wäre natürlich, L'idée était qu'en augmentant ce facteur GDNF, on parviendrait peut-être à faire baisser la tendance à se tourner vers l'alcool, vers la substance addictive. wie hat man diesen On a augmenté ce facteur grâce à la thérapie génique. Une étude a été menée sur des singes rhésus qui ont été accoutumés à une solution de 4% d'alcool. Les chercheurs ont ensuite augmenté leur facteur GDNF par thérapie génique. Est-ce que les singes avec un facteur GDNF plus élevé buvaient moins? Oui, effectivement, ces singes-là ont réduit leur consommation d'environ 60%. Il y a un grand pas entre l'expérimentation animale et un traitement pour l'être humain, mais cette étude peut être porteuse d'espoir. Toutefois, alors que l'addiction dépend pour moitié au moins de nos gènes, on ne comprend toujours pas exactement les mécanismes à l'œuvre, ni si la génétique influence tous les types d'addiction. Un individu a-t-il une prédisposition globale à la dépendance, ou y a-t-il des différences selon les substances? Es ist ganz sicher so, dass Il est évident que toutes les dépendances ne se ressemblent pas, und et que ça vaut aussi pour la prédisposition. ein Prozentsatz mit dem Gen Et je tiens à rappeler que la génétique n'a de l'influence qu'en partie. so ist, sondern die Umweltfaktoren. La dépendance n'est pas inéluctable car les facteurs environnementaux sont déterminants. Die Konsequenz daraus ist, dass wenn man Verwandte hat, Dans les faits, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si on a des parents qui présentent une certaine addiction, dass die le risque de développer soi-même cette addiction est plus élevé que pour la population normale. gegenüber der Normalbevölkerung. Maintenant qu'on sait que la dépendance a une composante génétique, on pourrait imaginer que les proches d'une personne accro choisiraient de se faire vacciner contre l'addiction en question. Sauf que pour l'heure, il n'y a qu'un vaccin contre le fentanyl, non? On a aussi développé un vaccin anti-méthamphétamine, un autre anti-cocaïne et un anti-nicotine. Leur développement en est encore à un stade précoce. Impossible de dire s'ils seront un jour commercialisés. Concernant le fentanyl, les perspectives sont-elles plus prometteuses? Ce ne sera probablement pas un remède définitif. Ce qu'on peut espérer accomplir avec ce vaccin, c'est éviter des décès et des rechutes. De quoi offrir aux addicts de meilleures chances de décrocher. Mais si la drogue est utilisée comme un pansement pour des problèmes existentiels, ce n'est pas un vaccin qui permettra d'en sortir. J'ai entendu de nombreux parents dire qu'ils n'avaient aucun espoir. Pour moi, ce vaccin est un espoir. Face à de telles images, tout espoir est bon à prendre. Mais imaginons qu'on vive dans un monde où il existerait un vaccin contre chaque drogue. Est-ce qu'on se ferait vacciner contre tout?
Envisager qu'on puisse désactiver toutes les dépendances avec des vaccins me semble difficile. S'enivrer est un comportement qui fait partie de notre culture, quel que soit le type de drogue. Je n'en fais pas l'apologie, loin de là. Mais c'est une liberté qu'il faut laisser à chacun. Un droit à s'enivrer? Pour élargir sa conscience, tenter une nouvelle expérience ou encore échapper au quotidien. La recherche de plaisir est l'un de nos besoins fondamentaux et relève du libre arbitre de chacun. D'un autre côté, cette liberté doit avoir des limites et des barrières légales qui ont pour objectif la protection du bien commun. Où placer le curseur? Y aura-t-il un jour aussi un vaccin préventif contre l'alcool ou la nicotine? Les raisons qui poussent les gens à s'évader en usant de stupéfiants demeurent. Certains facteurs favorisant la toxicomanie sont ancrés dans notre société. La solitude, le harcèlement ou le manque de perspective, pour n'en citer que quelques-uns. Je crois qu'il peut exister une société où les gens auraient moins de raisons de se tourner vers la drogue. Il y en aura sûrement toujours qui développeront quand même une dépendance, mais je peux parfaitement imaginer une société où les addictions seraient moins fréquentes, parce qu'on prendrait plus soin les uns des autres. Car l'addiction n'est pas une maladie qui nous contamine rien qu'en traversant un nuage de fumée de cannabis. Et même si un monde sans addiction reste de la science-fiction, de nouvelles méthodes peuvent aider les personnes addictes à garder espoir et à se libérer de leur dépendance.